Merci de nous prêter votre aimable attention pour ce nouvel entretien avec le président national du Mouvement de libération du peuple centrafricain, MLPC, président du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, économiste chevronné, ancien Premier ministre centrafricain. Bonjour, Martin Ziguélé. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis plutôt porte-parole du Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Merci de votre disponibilité pour cet entretien. C'est un plaisir. Nous démarrons avec la vie interne au sein de votre parti politique, le vieux MLPC, qui est en proie de profondes divisions depuis ces dernières années. Qui vous a jeté ce mauvais sort? Qu'est-ce qui crée le malaise au sein du MLPC, Monsieur le Premier ministre? Je vous remercie de m'avoir posé cette question d'actualité. En fait, il n'y a pas de division au sein du MLPC. Il y a une tentative répétée et constante qui continue du pouvoir en place, du président Touadéra personnellement, pas du gouvernement, de diviser le MLPC. Parce que pour régner, il faut diviser. Et je pense toujours à un adage qui dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Vous ne verrez jamais un enfant jeter des pierres sur un acacia. Ce sera toujours sur un manguier, un citronnier, un goyavier, parce qu'il veut les fruits. Donc, nous avons le malheur d'être l'un des partis les plus anciens de la RCA, sinon le plus ancien aujourd'hui en activité, représenté sur le territoire national. Nous avons fait la preuve de notre efficacité en soutenant le président Touadéra au deuxième tour lors des élections de 2016. Et notre apport, ce n'était pas l'unique apport, mais notre apport était déterminant pour qu'il soit élu, alors que c'est Adissé Georges Ndoléguélé qui avait plus de 10 points d'avance sur lui. Et donc, comme il a décidé de changer la Constitution et que nous nous sommes opposés, mais il faut briser la force qui s'oppose à lui. Mais quels sont les éléments concrets qui vous font dire que c'est le président Touadéra qui est derrière les divisions au MLPC? Mais je vais vous dire tout simplement que la nature fait toujours bien les choses. Ce sont les personnes même qui sont en contact avec le président Touadéra qui racontent ce qu'ils ont reçu ou qu'ils reçoivent comme subside, qui racontent leur stratégie. Et au départ, ceux qui ont suivi les décidants pensaient qu'ils allaient peut-être imprimer une autre démarche, mais quand ils se sont rendus compte qu'en fait c'était des personnes qui voulaient juste se rallier au pouvoir, aider le pouvoir, mais en faisant de l'entrisme, n'est-ce pas? Ce sont ces personnes-là qui se sont révoltées et qui expliquent ce qui se passe en leur sein. Plus sérieusement, la décision du pouvoir du président Touadéra de briser le MLPC ou de diviser le MLPC, comme vous l'avez dit, remonte au dialogue républicain. Nous avons envoyé notre premier vice-président qui a été en charge des affaires politiques au comité préparatoire du dialogue. Et nous avons, de commun accord avec tous les autres partis de l'opposition, demandé qu'il soit inclus dans l'agenda du dialogue un certain nombre de thématiques qui ressortent aujourd'hui. Le problème de fonctionnement des institutions, le problème d'une paix véritable, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix et sans sécurité pour tout le monde, d'abord pour les Centrafricains, et puis pour tous ceux qui veulent vivre ou investir dans ce pays. Et cette thématique-là, curieusement, à la veille de l'ouverture du dialogue, nous avons constaté qu'ils ont été tout simplement retirés de l'agenda. Et c'est pour ça qu'avec les autres partis, nous avons décidé de ne pas aller au dialogue républicain. Cela a été considéré comme un casus belli. Et c'est depuis ce jour que le pouvoir a mis en place une stratégie pour tenter d'affaiblir ou de diviser le MLPC comme force politique. En tout cas, aujourd'hui, le MLPC est traversé par 3 courants divergents. Donc, votre parti a désormais 3 têtes, surtout que chaque parti appelle à un congrès. Comment comptez-vous ramener la sérénité? J'avais, dès le début, je n'ai pas réagi parce que je voulais observer jusqu'où ces dissidents-là allaient aller, dans quelle direction ils allaient. Est-ce que c'est des divergences politiques, c'est-à-dire des divergences doctrinales? Parce que nous sommes un parti social-démocrate et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout une différence de vision politique. C'était tout simplement parce que ces messieurs avaient pensé que le MLPC devait fonctionner dans le soutien au président Touadéra. C'est vraiment tout simplement cela. Et nous avons des statuts
et un règlement intérieur qui constitue la loi du parti. Parce qu'un parti, c'est une association politique. Donc, les statuts et le règlement intérieur du MLPC confèrent au président du parti que je suis, élu au congrès de 2020, où eux tous également avaient été élus dans le bureau politique, me confèrent le droit, la faculté de convoquer le congrès. Et si je ne convoque pas le congrès, c'est 2/3 des conseillers politiques nationaux qui peuvent convoquer un congrès, mais extraordinaire. Donc, j'ai convoqué le congrès. Il aura lieu le 9 et le 10 septembre. Non, on l'avait convoqué en octobre, mais on l'a ramené au 9 au 10 septembre pour pouvoir parler de tous ces problèmes. Et puis, naturellement, nous avons invité, par exploit d'huissier, tous les dissidents à venir au congrès, d'exprimer leur position, d'exprimer leur vision du parti, et puis même de se porter candidat aux fonctions du parti. Parce que si le but, c'est de rechercher le bien du parti et de notre pays, mais pourquoi nous ne nous assurons pas ensemble pour faire ce congrès que nous avons convoqué du 9 et 10 septembre. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour leur réitérer cet appel-là, de revenir au congrès du 9 et du 10 septembre. Et puis, s'ils veulent postuler à des postes, les congressistes apprécieront et les éliront certainement à diverses fonctions. Et ce que je souhaite, c'est que le parti continue à rester fort, parce que quand même sur le plan historique, nous avons été le premier parti dans ce pays depuis l'indépendance, en partant de l'opposition, à arriver au pouvoir par les urnes, avec le président Ange Félix Patassé, que Dieu ait son âme. Je le dis en pensant à son passage ici au Togo, pendant plusieurs années en exil. Mais Martin Ziguélé, il faut quand même considérer que ces genres de divisions sont légion dans les partis d'opposition en Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas questionner aussi l'alternance à la tête des partis, quoique d'opposition? Est-ce que depuis la création du MLPC, vous êtes à la tête? Non. Non, justement. Je ne suis pas à la tête du MLPC depuis sa création. Le MLPC a été créé en 1979, le 22 février, dans la lutte contre l'Empire pour restaurer la République. Et à l'époque, son président s'appelait Paul Pamadou Pamoto, que Dieu ait son âme. C'était un professeur de philosophie. Et après le professeur Paul Pamadou Pamoto, c'était le président Hugues Dobo-Zendi, et qui était président du bureau politique provisoire du MLPC. Et c'est lui qui nous a amenés à la victoire en 1993. Oui, mais justement, voilà. Et après cela, c'était le président Patassé. Et moi, j'ai pris la direction du parti en 2007. Donc, ce n'est pas du tout depuis la création. Alors, ces dissensions internes surviennent à quelques mois, 4 mois à peine de la tenue de l'élection présidentielle et des élections générales. Est-ce que ce n'est pas suicidaire pour les MLPC? Non, je veux dire que le corpus des militants du MLPC est légitimiste. Parce que le MLPC est l'un des rares partis politiques en Centrafrique, et c'est pour ça qu'il dure, où personne n'est nommé. Moi-même qui vous parle, j'ai été élu et réélu par un congrès. Et justement, nous convoquons le congrès du 9 et du 10 septembre à Bangui pour demander à tous ceux qui ont une vision peut-être plus efficace que la mienne de se présenter et de faire en sorte que nous ayons une direction du parti qui se préoccupe d'aider la population centrafricaine à continuer à espérer. Donc, nous allons faire ce congrès. Ce sera un congrès d'unité. C'est un congrès, ce sera, à mon avis, enfin, selon mes voeux, un congrès de réconciliation. C'est dans la diversité d'opinions qu'on devient plus fort. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que, d'après les informations que nous avons, nos dissidents veulent investir le président Touadéra comme candidat du MLPC. Cela est impossible et inacceptable. L'ANE, l'Autorité nationale des élections, vient de proposer un chronogramme pour la présidentielle de décembre, couplé avec les élections générales, élections régionales, élections municipales et élections législatives. Est-ce que vous êtes en phase avec ce calendrier à 4 élections? L'ANE est un scandale. L'Autorité nationale des élections en Centrafrique, c'est un scandale. L'ANE ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple et je vais vous dire que mon opinion est largement partagée, y compris par des personnes qui n'ont pas intérêt au processus électoral directement. L'ANE devait réviser les listes électorales chaque année, depuis 2020 qu'ils sont en place. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont entamé la révision des listes électorales en septembre 2024.
Au moment où je vous parle, les listes électorales définitives n'ont pas été encore affichées. 11 mois après. Et après avoir englouti 6 milliards de francs CFA de budget. Monsieur Agbese, Yahya Agbese, qui est expert indépendant de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a dit lors de la réunion de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme que l'ANE n'est pas à la hauteur de mener le processus électoral de manière technique et opérationnelle de façon satisfaisante parce qu'elle n'a pas les capacités techniques pour faire ce travail normalement. Et c'est M. Yahya Agbese, qui n'est pas centrafricain, qui n'est pas un fonctionnaire des Nations Unies, qui est un expert indépendant des Nations Unies. Il l'a dit à Genève il y a 2 mois. Il l'a répété il y a moins de 2 semaines. La mission des Nations Unies en Centrafrique, qui a reçu mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, émet mes avocés des critiques acerbes contre le fonctionnement de l'ANE. Voilà donc une institution qui, en 11 mois, n'a pas pu faire un travail qu'il a promis faire en 3 mois. On regroupe maintenant 4 scrutins, dont 2 qui ne se sont jamais déroulés en Centrafrique depuis l'indépendance. Élections municipales et régionales, c'est-à-dire les élections locales. On ne les a jamais organisées jusqu'au terme en Centrafrique. On demande à cette institution-là de réussir cette opération en 4 mois et en face, il n'y a pas un centime de budget prévu dans le budget de l'État. Et s'agissant des apports de la communauté internationale, naturellement, elle est aléatoire, ils sont aléatoires, comme vous le savez. Donc, il y a un défi technique et opérationnel et en face, il n'y a pas de budget. Je suis un ancien séminariste, je crois au miracle. Mais quand même là, nous sommes sur terre. Il faut que les gens prennent le processus électoral au sérieux. Parce que c'est l'expression de la souveraineté du peuple centrafricain pour choisir ses dirigeants. Vous voulez dire que techniquement, les élections de décembre ne peuvent pas avoir lieu? On peut faire des élections même sans électeurs. Nous l'avons déjà vu pour le référendum constitutionnel. On peut faire des élections sans électeurs. On peut faire des élections sans tenir compte des paramètres techniques. J'entends même que le ministre de l'administration du territoire et le conseil constitutionnel se sont rencontrés pour tripoter encore une fois de plus le code électoral. Ça se fera les jours à venir. C'est-à-dire que nous sommes à 1 mois et demi de la convocation du corps électoral et nous sommes encore en train de tripoter le code électoral. Tout ça, vous faire voir que le bricolage, ce que M. Yahya Agbese a dit, ça se manifeste tous les jours. C'est comme lorsqu'une femme est enceinte. Elle a beau dire qu'elle n'est pas enceinte, mais tous les jours, vous voyez son ventre pousser jusqu'à ce que cela soit évident pour tout le monde. Donc c'est ça la question. Et j'ajoute là-dessus, j'ajoute sur ce point, que cela arrange le président Touadéra. Parce qu'il y a un adage en Centrafrique qui dit qu'on tue la perdrix lorsqu'il y a un écran de fumée. Oui, mais devant le tableau que vous peignez là, finalement, est-ce que vous acceptez ce chronogramme? Est-ce que vous avez travaillé pour? Vous allez participer à ces élections? Le chronogramme est intenable. Les conditions d'organisation, donc de tenue de ces élections, doivent être interrogées dans un dialogue politique. C'est ça la position du BRDC et c'est ça la position du MLPC. Justement, le bloc démocratique pour les élections ne sont pas une fin en soi. La Constitution. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est un moment pour choisir des dirigeants à différentes échelles. Et il faut que l'opération ait un contenu crédible et acceptable pour tout le monde. Et c'est pour cette raison que votre bloc, le bloc auquel vous appartenez, le MLPC, appelle à un dialogue avant les élections? Absolument. Et c'est la condition sine qua non. Nous le disons pas par goût de polémique politique. Nous le disons parce que les faits sont là. Je vous dis que hier, il y a eu une rencontre entre le ministère de l'Administration du Territoire, le Conseil constitutionnel et l'Autorité nationale des élections et ils en sont encore à proposer des modifications du code électoral. C'est-à-dire, au lieu de tirer les leçons de l'incapacité de l'ANE à faire son travail correctement, ils sont en train de changer la loi pour s'adapter à une institution qui ne fait pas son travail. C'est ça la situation de la République centrafricaine. C'est une situation vraiment kafkaïenne.
Finalement, que voulez-vous, la dissolution de l'ANE? Nous voulons la restructuration en profondeur de l'ANE. Et nous voulons que les acteurs du processus électoral soient représentés dans la structure des élections. Comme ici au Togo, avec la CEI. La Commission électorale nationale indépendante. Mais quelles sont les chances, enfin, que votre appel au dialogue soit entendu? Mais vous savez, lorsque vous faites de la politique, vous devez compter avec le temps long. Nous ne cherchons pas des coups médiatiques ou des coups politiques. Nous cherchons à ce que le pays se respecte et soit crédible et pose des actes crédibles et respectables. Cette ANE n'est pas une structure indépendante et efficace d'organisation des élections. Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les observateurs en Centrafrique savent que l'ANE n'est pas à la hauteur de la tâche. Et si elle n'est pas restructurée, s'il n'y a pas de dialogue politique et qu'elle n'est pas restructurée, nous allons droit vers une catastrophe électorale. Mais le bloc qui appelle au dialogue, est-ce qu'il n'est pas caduque, le bloc républicain pour la défense de la Constitution? Le vin de la Constitution est tiré depuis 2003. Est-ce qu'il ne faut pas le boire, tout simplement? Ce n'est pas notre lecture. Ce n'est pas notre lecture. Et je pense que la diversité d'opinion est inscrite, y compris dans cette Constitution-là, que nous ne reconnaissons pas. La diversité d'opinion, c'est la base de la République. C'est la base de la vie en commun. Et nous avons des raisons, aussi bien juridiques que politiques, de penser que la Constitution cherche à améliorer la situation d'un pays, pas à priver, à ostraciser des catégories de citoyens, à renforcer le pouvoir d'un individu sur un pays, à supprimer des moyens de contrôle de l'excès de pouvoir de l'exécutif. Donc, il y a 1000 raisons pour lesquelles nous continuons à penser que la Constitution du 30 mars 2016 vaut la peine d'être défendue. Et c'est ce que le Bloc républicain, dont je suis le modeste porte-parole, passe toute sa journée et toute sa nuit à répéter à tous ceux qui s'intéressent à la question centrale. La Constitution est votée voici 2 ans. Est-ce que c'est responsable de continuer par la contester? Puisque la Centrafrique aujourd'hui est régie par cette Constitution et vous vivez. Qu'est-ce qu'une Constitution? C'est le consensus du peuple. Ce consensus n'a pas eu lieu. Parce que ce référendum, ce n'était pas un référendum. Je vous le dis, j'étais à Bangui, je suis à Bangui, je vis à Bangui, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai circulé. Il n'y avait pas de référendum constitutionnel crédible et fiable. Je vous dis ça pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons en politique doit avoir pour objectif d'améliorer le sort des populations, sur tous les plans. Le pouvoir en Centrafrique s'inscrit dans une démarche de jeu de chat et à la souris, avec la population, avec les textes. Je vous ai parlé du code électoral qu'on modifie presque tous les jours, etc. Quel est l'objectif? C'est de garder le pouvoir. Ce n'est pas de chercher l'expression la plus claire et la plus crédible possible de l'opinion des Centrafricains ou de leur choix par rapport à leurs dirigeants. Cette question est fondamentale. Cette question-là, elle est fondamentale. Mais que comptez-vous faire si votre appel au dialogue n'est pas entendu? Mais nous en tirerons les conséquences politiques. Nous avons dit que nous n'irons pas aux élections s'il n'y a pas de dialogue politique. Nous l'avons dit, répété, écrit, publié. Et nous ne considérons pas les élections comme un rituel auquel l'opposition doit se soumettre pour qu'on coche une case et dise que dans ce pays, il y a eu des élections. Mais quelles élections? Est-ce que ce sont des élections? Est-ce que les institutions qu'il a organisées, c'est vraiment une institution indépendante, crédible, techniquement capable d'organiser des élections auxquelles la population croit et les acteurs politiques croient? La réponse est non. C'est ça la question. Oui, mais si vous appelez à un dialogue à 4 mois de l'échéance... Ça fait 2 ans que nous appelons au dialogue. Mais, ça fait 2 ans que nous appelons au dialogue. Mais les élections doivent avoir lieu en décembre. Si vous appelez à un dialogue aujourd'hui, cela suppose que vous souscrivez pour le report de l'élection présidentielle. Le dialogue peut se faire en 1 heure, si nous sommes d'accord sur l'essentiel. Le dialogue, ça n'a pas besoin d'1 mois pour échanger. Nous savons exactement les points sur lesquels nous devons discuter pour débloquer le processus politique et aller au dialogue. Nous n'avons pas besoin d'une journée. Et qu'est-ce qui fait blocage à ce dialogue souhaité? C'est le refus personnel du président Touadéra. Il estime qu'il ne peut pas dialoguer avec des Centrafricains responsables de formation politique, donc ses propres compatriotes, mais il discute avec des rebelles comme Ali Darassa,
comme Bobo qui ont du sang des Centrafricains sur les mains. Ça ne le gêne pas. Il dit qu'il ne veut pas aller au dialogue parce que nous avons demandé un médiateur, mais il sollicite la médiation du président Idriss Déby Kaka pour faire le facilitateur entre lui et les rebelles que je viens de citer. Donc il est dans des contradictions permanentes. C'est pour ça que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, il ne veut pas dialoguer parce qu'il sait que nous avons raison. Oui, mais le président Touadéra a déjà eu à discuter avec vous, avec les partis politiques et les rebelles, dans le cadre de la Khartoum. Non, justement. Non. Le président Touadéra, renseignez-vous, n'a jamais eu un débat, une discussion, un échange avec la classe politique centrafricaine, c'est-à-dire majorité, imposition, census. Ça n'a jamais eu lieu. Il ne l'a jamais fait. Mais certains pensent que vous devez accompagner le président Touadéra à parachever la pacification du pays avant d'en arriver à de vraies élections multipartites. Qu'en pensez-vous? Mais c'est pour ça que nous demandons le dialogue. On ne peut pas demander quelque chose et son contraire. Pour que nous puissions discuter de quelque chose, il faut qu'on s'asseye et qu'on se voit. Et nous demandons ce dialogue, on nous dit non. Comment on fait? Comment on fait concrètement? Vous êtes président de la République, président de tous les Centrafricains. Vos compatriotes, dont certains vous ont accompagné à être président de la République, veulent vous voir pour échanger sur des questions concernant le pays, vous dites non. Mais vous trouvez normal d'aller vous asseoir avec des rebelles qui ont tué des milliers, sinon des centaines de Centrafricains, et, sous l'égide d'un État étranger, de les ramener à Bangui, de les faire marcher sur le tapis rouge, et de dire en même temps que vos compatriotes ne sont pas dignes de s'asseoir avec vous, ou que vous n'avez pas la hauteur de vous asseoir, enfin ces compatriotes n'ont pas la hauteur nécessaire, le gabarit nécessaire pour s'asseoir avec vous et discuter. Contradiction, contradiction, contradiction. Vous disiez tantôt que vous avez soutenu la candidature du président Touadéra en 2016. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que le MLPC se démarque finalement? Parce que c'est justement cette absence de dialogue. Quand vous êtes alliés, vous discutez. Parce que vous répondez de ce qui se passe par rapport à l'état du pays. Si vous et moi, nous nous mettons ensemble pour construire une maison, vous construisez les murs, moi je construis le toit, nous sommes co-responsables de l'effondrement de la maison s'il y a effondrement. Mais nous serons tous fiers si la maison est bien construite. Ça veut dire que vous et moi, nous échangeons. Et ce refus de dialoguer est un trait de culture politique du pouvoir centrafricain qui est connu de tous. Qui est connu de tous. Dès le moment où nous avons commencé le dialogue politique, beaucoup de personnes nous ont dit « mais vous n'aurez jamais ce dialogue ». Parce que, dans sa manière de voir les choses, il ne débat pas des questions politiques. Pourtant, il est à la charge d'un pays. Et un pays, ce n'est pas la propriété d'un individu. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas discuté des conditions de ralliement, de soutien à sa candidature en 2016 mais qui n'ont pas été respectées et nous ne sommes pas le seul. Vous connaissez l'histoire des élections de 2015 en Centrafrique. La quasi-totalité des candidats ont soutenu, candidats malheureux comme moi, ont soutenu Touadéra au deuxième tour. Mais il y en a combien qui sont restés ses alliés aujourd'hui? Presque aucun. Et c'est dû à cette manière de conduire le pouvoir de manière personnelle, de manière non consensuelle. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de débat. Le débat est considéré comme un crime de lèse-majesté. Oui, mais c'est lui qui a gagné, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est comptable des résultats qu'il aura obtenus. Oui, mais nous avons concouru à cette victoire-là. Est-ce que écouter quelqu'un, c'est adopter sa position? Est-ce que c'est juste une écoute que vous souhaitez ou le partage? Est-ce que l'échange... pourquoi les institutions existent? Pourquoi autour d'un président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Conseil économique social, il y a la médiation, il y a les confessions religieuses, il y a les syndicats, il y a les associations? Pourquoi? C'est pour apporter leur contribution à la conduite, à la conception et à la conduite des affaires de l'État. Nous sommes en République. Nous sommes en République. Res publica. Donc il ne peut pas y avoir une conception monarchique, théologique, linéaire et verticale du pouvoir. Ce n'est pas possible. Vous voulez co-diriger? Non. Non. Nous ne voulons pas co-diriger. Nous voulons échanger, discuter, tenir compte que les uns et les autres tiennent compte des lectures et des analyses de tout le monde, pas simplement des responsables politiques ou des acteurs politiques. Mais, je le répète, pourquoi les institutions existent? Pourquoi dans les pays,
il y a les assemblées nationales, il y a les sénats, il y a les conseils économiques et sociaux, il y a différents groupements, etc., associations de citoyens. C'est pour concourir à l'expression, à l'animation de la vie politique, et de la vie économique, de la vie culturelle, de la vie sociale. Même dans votre famille, vous ne sortez pas le matin et vous faites ce que vous voulez. Vous parlez à votre épouse, vous parlez à vos enfants. Et ils sont d'autant plus heureux de donner le meilleur d'eux-mêmes qu'ils sentent que vous, chef de famille, vous tenez compte de leur opinion. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire que vous oubliez votre rôle de père de famille qui, parfois, prend des décisions, même contre la vie ou la vision de chaque membre de la famille. La construction de la société ne se limite pas à la durée du mandat d'un individu à la tête d'un État, quel qu'il soit. Parce que par définition, la durée de vie d'une personne est déterminée, est limitée, alors que la durée de vie d'une nation est infinie. Donc, il faut un peu de modestie. Il faut un peu de modestie et d'humilité lorsque, par la volonté de Dieu ou par la volonté du peuple, on se retrouve à la tête d'une nation pour conduire son destin. Eh bien, en dehors du déficit de dialogue que vous évoquez, quel regard avez-vous sur les deux mandats, le bilan des deux mandats effectués par le président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique? Je l'ai dit 1000 fois. Sur le plan sécuritaire, il y a une amélioration. C'est incontestable. Une amélioration ou une révolution? Pour la première fois? Non, pas une révolution, une amélioration parce que la situation avant les rébellions et avant les crises était parfaite. Nous sommes entrés dans le cycle d'abord de mutinerie militaire, de tentatives de coup d'État, de rébellion, etc. Aujourd'hui, nous sommes toujours sous la menace d'un certain nombre de groupes, mais ils ne sont plus, ils n'ont plus une emprise vraiment telle que nous la connaissions il y a quelques années. Il y a eu une amélioration incontestable de la situation sécuritaire. Au prix de la présence des Wagner, ça c'est un autre débat, au prix d'exactions sur le plan des droits de l'homme, au prix de ceci, au prix de cela, mais on peut dire que la situation sécuritaire s'est améliorée. Mais sur le plan de la gestion économique du pays, c'est la catastrophe. Et je vais donner un seul exemple. Quand le président Touadéra était arrivé au pouvoir, le nombre de Centrafricains qui vivaient au-dessous du seuil de pauvreté était à peu près de 52%. Nous en sommes à 67% aujourd'hui. Et c'est un rapport de la Banque mondiale sur la République centrafricaine qui le dit. Quand il arrivait au pouvoir, nous étions dans les 5 derniers pays à l'indice de développement humain du PNUD. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier. C'est-à-dire, après nous, c'est la Somalie. Je donne des indicateurs économiques. Ce n'est pas un débat de politiciens, c'est un fait économique. Oui, mais j'étais à Bangui récemment, moi j'ai plutôt vu une forme de stabilité de l'État renaître avec le développement des infrastructures. Est-ce que vous ne venez pas de très loin pour que Touadéra réussisse à faire en 10 ans ce que vous espérez? Mais vous occultez le fait que en 2016, nous, toute la classe politique, nous avons accompagné le président Touadéra à Bruxelles. C'était un bon moment d'unité pour plaider, pour avoir ce que ce pays n'a jamais eu, c'est qu'à l'orée d'un mandat présidentiel, la communauté internationale, et je continue à la remercier, a mis à la disposition du pays près de 3 milliards de dollars des États-Unis pour nous aider à stabiliser et à relever. Si cet effort avait continué, nous aurions renouvelé ce pacte avec la communauté internationale depuis longtemps. Est-ce que vous savez qu'en République centrafricaine, nous avons moins de 300 km de route goudronnée, moins de 1000 km de route goudronnée, sur 24 000 km de route dans le pays. Vous le savez? Je vous fais grâce des autres statistiques. Je vous fais grâce des autres statistiques. Je ne le dis pas pour une exploitation politique. Je le dis parce que c'est mon pays. Je le dis parce que c'est mon pays. Responsable, vous avez été Premier ministre. Vous n'avez pas Quand j'étais Premier ministre, vous n'avez pas construit. Quand j'étais Premier ministre, les routes étaient carrossables toute l'année. Ça, je le regrette parce que c'est pas. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Quand j'étais Premier ministre, toutes les routes étaient praticables en République centrafricaine. Aujourd'hui, vous partez de Bambari, qui est au centre du pays.
Sur 600 km pour arriver à Bangassou, vous faites 1 mois. 1 mois. Si c'est un gros camion. Si c'est une pick-up, vous faites 1 mois et demi ou vous ne passez pas. 600 km. Dans ma circonscription. Quand j'arrive au chef-lieu de la sous-préfecture, pour aller de la sous-préfecture à ma circonscription, ça fait 45 km. Vous faites 5 heures. 5 heures d'horloge. Demandez un peu, vous êtes un homme des médias, demandez un peu à la population, par les moyens que vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'ils pensent de l'économie. Je l'ai dit, pour la sécurité, il y a une amélioration que personne ne peut contester. Mais sur le plan de l'économie, c'est un échec total. Sur le plan de la gestion des finances publiques, je ne peux pas commenter. Je suis ancien directeur national de la Banque centrale, je suis ancien ministre des Finances, je suis député à la Commission Finances. La gestion de l'État sur le plan financier est un gros problème. Est-ce que À tel point qu'il se pose même la question de la viabilité financière de notre pays. Est-ce que votre pays n'est pas confronté au contre-coup des choix géostratégiques de rapprochement avec la Russie, ce qui ne paye pas quelque part aussi Gouverner, c'est faire des choix. Gouverner, c'est faire des choix. Vous ne pouvez pas faire un choix et puis dire que... vous a ramené la sécurité. Je suis d'accord sur la sécurité, mais est-ce qu'on est obligé de faire un choix unique en matière de relations internationales? Qu'est-ce que font les dirigeants de tous les pays? Ils recherchent l'intérêt de leur pays. Ils cherchent à équilibrer leurs relations. Et ils cherchent toujours en priorité à préserver des acquis. Mais à améliorer les marges de manœuvre. On ne prend pas la décision de rééquilibrer les relations en sacrifiant les acquis. Et d'ailleurs, la réelle politique a ramené le gouvernement aujourd'hui à chercher, à renouer, d'où la feuille de route avec la France, à chercher à revenir à la raison. La raison, c'est quoi? C'est de préserver les acquis. C'est revenir à la France? Non, ce n'est pas une question de France. Ce n'est pas une question de France. Je ne suis pas français. Je n'ai pas la nationalité française. Je n'ai jamais étudié un jour en France. Donc, la littérature ou l'histoire qui se raconte pour dire que tel est pro-français, etc., c'est de la manipulation politique tout simplement. Je suis centrafricain et je n'ai que la nationalité centrafricaine. J'ai fait toutes mes études en Centrafrique, puis au Cameroun. Après, j'ai fait des stages par-ci, par-là. Donc, je ne peux pas être soupçonné de quoi que ce soit. Mais je dis que lorsque vous êtes un chef de famille, deuxième exemple, quand vous vous réveillez le matin, votre épouse est obligée de nourrir votre famille avec ce que vous lui remettez. Puis elle vous dira, ce que vous me donnez pour nourrir la famille n'est pas suffisant. Et vous vous battez ensemble, soit elle de son côté, soit vous de votre côté, pour améliorer. Mais vous ne dites pas que je vais démissionner du travail qui me permet de lui donner 1000 francs par mois et je vais faire la ville de Lomé pour chercher à savoir si je vais gagner 5000 par jour pour lui donner. C'est une question de bon sens. Et la gestion d'un État, c'est la gestion d'un bon père de famille. C'est de ça que je parle. Je rappelle que je suis assureur de métier, donc je sais que le monde n'a pas commencé avec nous. Je sais que le monde est fondé sur des rapports de force. Et je sais également que chacun essaie de faire en sorte que son pays soit le moins empêtré dans des problèmes inextricables. Donc vous ne créez pas les problèmes vous-même. Vous utilisez la géopolitique, vous utilisez les relations internationales pour résoudre les problèmes qui vous semblent prioritaires pour votre pays. C'est de ça que je parle. Martin Ziguélé, demain, si vous êtes président de la Centrafrique, vous êtes capable de mettre dans le même panier les Russes et le bloc occidental? Les Russes sont en Centrafrique depuis 1960. Ça encore, c'est un mythe qu'il faut briser. Les Russes sont en Centrafrique depuis 1960. La Russie a eu toujours une coopération agissante avec la République centrafricaine. Quand j'étais étudiant à l'université de Bangui, quand Bokassa était au pouvoir, il a envoyé le plus grand contingent d'étudiants centrafricains en Russie, d'où sont revenus des techniciens, des médecins, des ingénieurs, etc., etc. Je ne peux pas être contre la Russie. La Russie est une superpuissance.
qui influent sur la marche du monde. Je suis contre la présence des Wagner, qui sont des mercenaires en Centrafrique. Oui, mais Wagner, est-ce que je suis clair? D'ailleurs, Wagner n'existe plus et puis les États Wagner existe n'ont toujours. jamais accepté. Wagner existe toujours en Centrafrique. Wagner a été dissous. Le conseil spécial du président de la République porte des t-shirts Wagner et dit que les Wagner sont là. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais en Centrafrique aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forme de stabilité de l'État qui mérite d'être consolidée avec un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra? Je vais vous dire tout de suite. Quelqu'un qui a menti une fois, on le pardonne. Quelqu'un qui a menti 2 fois, libre à chacun de continuer à le croire. Quand vous êtes président de la République, vous jurez sur la Constitution, devant Dieu et devant la nation, que vous allez respecter le nombre et la durée des mandats et que vous vous déjugez en prétextant que c'est le peuple qui vous l'a demandé. Personne ne sait comment le peuple l'a fait. Moi, Martin Ziguélé, permettez-moi, en vertu de la liberté d'opinion qui est inscrite dans la Constitution, de douter de cela. Quelqu'un qui a mis 10 ans comme président de la République, mais qui avait déjà fait 5 ans comme Premier ministre, c'est le Premier ministre qui est resté en poste le plus longtemps en Centrafrique. Dernier Premier ministre du président Bozizé. Et qui est resté 10 ans président de la République, donc 15 ans au sommet de l'État. Avec les résultats que je vois aujourd'hui sur le plan économique, je précise, et sur le plan financier, sur le plan du développement de notre pays, je me pose la question de savoir le troisième mandat qu'il veut. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour le peuple. C'est certainement pour lui, pour ceux qui lui sont proches, ou pour ceux à qui il a confiance. Mais ce n'est certainement pas pour l'intérêt de la République centrafricaine. Personne ne me convaincra du contraire. Mais un troisième mandat en Centrafrique, alors qu'à côté de vous, un énième mandat, en Côte d'Ivoire un quatrième, on peut dire que c'est le monde. Mais pourquoi on ne prend pas l'exemple de l'économie? En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, le président Ouattara est arrivé, le budget était à 6 milliards, il l'a porté à 15 000 milliards. Il a connu des taux de croissance économique de 8% à 9% par an depuis 15 ans ou 16 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi on ne prend pas ces exemples pour essayer de voir en Centrafrique, est-ce que c'est les mêmes performances? Pourquoi on ne parle que d'exemples de constitutions qui ont été changées ailleurs? Mais ceux qui ont changé la constitution ailleurs, peut-être que les peuples les supportent parce qu'il y a un progrès qui sous-tend cela. Quelqu'un qui ne mangeait pas 2 fois par jour, qui mange maintenant 3 fois par jour, 4 fois par jour, peut-être qu'il soutient un troisième mandat. Mais celui qui mangeait 2 fois par jour et qui mange maintenant qu'une seule fois par jour, vous me dites qu'il a vraiment besoin d'un troisième mandat? Ça veut dire qu'il opte pour sa mort. Non, il faut comparer avec tous les éléments de comparaison. C'est-à-dire quand vous prenez la Côte d'Ivoire ou le Congo ou je ne sais pas moi, le Sénégal ou un autre pays, il faut prendre avec tous les éléments de la vie nationale. L'économie, les finances, la santé, l'éducation, les transports, l'état des routes, voir ce que ceux-là sont arrivés. Ils ont eu ce qu'ils ont à la fin du premier, deuxième ou du troisième mandat, et puis voir en Centrafrique pour dire, mais ils font la même chose en Centrafrique qu'ailleurs. Donc, ils peuvent faire aussi ça. Pourquoi on choisit un seul élément, la durée des mandats, pour le multiplier, et les autres éléments, on ferme les yeux là-dessus? C'est de la tricherie politique, c'est de l'escroquerie politique. C'est ce que je le dis, ce que je dis toujours en Centrafrique. Si nous ne sommes pas d'accord sur la vision du pays, il y a quand même des éléments qui sont des faits sur lesquels nous devrons être d'accord. Et c'est lorsque nous sommes d'accord sur ces faits-là qu'on peut continuer à parler. Mais si ce tableau est rouge, vous dites c'est noir, moi je vois que c'est rouge. Tant qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Monsieur le Premier ministre, Martin Ziguélé, allez-vous vous maintenir à la tête du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain, à l'issue du congrès de septembre? Je viens de vous dire que le MLPC est l'un des seuls partis en Centrafrique, ou l'un des rares partis en Centrafrique où il n'y a pas de cooptation ni de nomination. Donc, ça se passe? Non. Je n'ai jamais été président du MLPC avant 2007. Comment je peux imaginer que il ne peut pas y avoir de changement à la tête du parti? J'encourage tous les militants, y compris les dissidents, à venir au congrès du 9 et 10 et de présenter leur candidature. Si en ce moment-là j'ai envie de présenter ma candidature, je le ferai. Si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Je vous ai dit
tantôt que lorsque quelqu'un est dirigeant, il faut qu'il soit humble et modeste. Je ne peux pas me dédire en disant que je suis éternel président du MLPC. Ce n'est pas possible. Mais nous sommes à un mois du congrès. Si le MLPC doit avoir un nouveau président, vous devez le savoir. M. Martin Ziguélé. Comment je vais le savoir puisque nous avons des centaines de milliers de militants du MLPC qui ont des représentants, qui sont des membres du Conseil politique national, des représentants de toutes les fédérations. Nous en avons 20 dans le pays et plusieurs dizaines à l'étranger. Mais il peut y avoir des candidats venant de partout. Même un simple militant au MLPC peut être candidat. Donc je ne peux pas d'un côté travailler pour l'alternance et de l'autre dire qu'il ne peut pas y avoir de changement. Ça, on est absolument d'accord là-dessus. Et pour le scrutin présidentiel de décembre, est-ce que vous allez concourir? Je vous ai dit que pour nous, le préalable pour la participation aux élections, c'est le dialogue politique. Sinon, ces élections, c'est un piège à rats. Lorsqu'un rat entre dans un piège, il n'en sort pas vivant. Ça veut dire que parallèlement au dialogue, vous ne travaillez pas pour l'élection présidentielle à venir? Les activités du parti se déroulent normalement. Un parti politique, vous savez qu'il y a des élections anticipées dans tous les pays du monde. Donc à tout moment, un parti doit être capable de s'organiser pour les élections. Mais ces élections-là, aujourd'hui, en Centrafrique, dans l'état actuel des choses, avec le fonctionnement de l'ANE et du Conseil constitutionnel dont on n'a pas parlé, c'est un piège à rats. Les résultats sont connus d'avance. Ce sera comme le référendum de 2023. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que le MLPC a à gagner dans une compétition qui n'en est pas une. Oui, mais pour ces élections, c'est 4 scrutins couplés. Est-ce que le MLPC a des ressources humaines politiques pour postuler à tous ces postes, aux élections municipales, régionales, législatives et présidentielles à la fois? Il y a 62 partis en Centrafrique et je pense que si les conditions minimales sont discutées dans un dialogue politique, les partis présenteront, certains présenteront des candidats pour tous les scrutins que vous citez, d'autres en présenteront moins, ça dépend de la démarche et, si vous voulez, de l'organisation interne à chaque parti. Je ne peux pas vous donner une réponse globale. Est-ce qu'il est exclu que le bloc dont vous êtes le porte-parole présente un candidat unique à ces élections? Ce n'est pas exclu s'il y a dialogue politique. Le dialogue politique est la condition dirimante pour envisager une participation aux élections. S'il y a dialogue politique, maintenant, le BRDC, à mon avis, ferait un choix efficace en choisissant un candidat unique. Mais quelle serait votre position à défendre au cours de ce dialogue politique? Une transition en Centrafrique? Non. Un troisième mandat transitoire? Non. On ne fait pas de la science-fiction. Nous sommes demandeurs de dialogue politique pour discuter de la situation politique de notre pays et des conditions d'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. C'est de ça qu'il s'agit. M. Martin Ziguélé, pourquoi les Centrafricains doivent-ils vous faire confiance plutôt qu'au mouvement Cœur Uni? En quoi vous êtes différent des autres? Non, je n'ai pas dit... Je ne suis pas en campagne. Je ne suis pas en campagne. Les Centrafricains dont vous parlez là, ils savent exactement ce qu'ils ont bu comme tasse sous le régime du président Touadéra. Et je vous assure, s'il y a des réalisations transparentes, il y aura changement au sommet de l'État à l'issue du scrutin. C'est pour ça que la volonté du pouvoir, c'est de ne pas faire de dialogue pour que l'opposition ne participe pas aux élections. D'ailleurs, la campagne contre le MLPC, c'est pour empêcher que des partis crédibles participent aux élections. Parce que les critères de participation aux élections, les problèmes de double nationalité, c'est orienté contre des candidats crédibles qui ont dévancé déjà Touadéra dans les urnes et qui ont toujours eu des positions fortes dans les élections. Donc, nous savons que la volonté du pouvoir, en tout cas le plan du pouvoir, nous le savons. Nous ne sommes pas quand même des perdreaux de l'année. Nous savons que la volonté du pouvoir et le plan du pouvoir, c'est de ne pas faire de dialogue pour que justement il n'y ait pas d'opposition aux élections et qu'il n'y ait pas de représentants crédibles de l'opposition aux élections, parce qu'on va fabriquer des opposants, des personnes pour figurer, et puis pour que Touadéra renouvelle son bail. Mais ce sera une victoire à la Pyrrhus.
Ça ne réglera aucune question de fond sur le droit souverain du peuple centrafricain à choisir librement ses dirigeants. Ici et là, en Afrique, les questions politiques sont dominées encore, malheureusement, par l'organisation des élections, crédibles ou non, les problèmes de gouvernance. Quand est-ce que les Africains vont dépasser le niveau de ces questions pour s'attaquer au développement réel? Mais l'économie ne se dirige pas comme un train qui n'a pas de maître. Il faut un maître dans le train. Le maître, c'est le chef de l'exécutif. C'est pour ça que la question politique est fondamentale, comme disent les marxistes. La question politique est fondamentale. Quand vous arrivez dans un village, il y a un chef de village. Ce n'est pas un agrégat de personnes qui viennent comme ça habiter dans un endroit. Il y a un chef. Et de la manière dont le chef gère la communauté, le village se développe ou est en situation difficile. C'est séduisant intellectuellement de dire que oui, la priorité c'est l'économie, pourquoi on parle de politique? Mais il faut le politique, pour conduire le pays. Parce qu'il n'y a pas que l'économie, il y a le social, il y a l'écologie, il y a l'environnement. Toutes ces questions-là doivent être traitées par un leadership crédible, un leadership crédible et qui a une vision. C'est ça la question. Merci, Martin Ziguélé, d'être passé au cours de votre séjour à Lomé pour cet entretien. À Lomé, pourquoi faire d'ailleurs? Je suis à Lomé parce que le Togo est mon pays d'adoption. Je suis arrivé au Togo, j'avais 31 ans. J'en repartais, j'avais 44 ans. Tous mes enfants ont été à l'école au Togo du CP1 jusqu'au bac. Ils parlent le Mina sans accent. Et il leur arrive de dire que leur pays, c'est beaucoup plus le Togo que la RCA parce qu'ils ont passé toute leur enfance et leur préadolescence ici. Donc le Togo, c'est mon pays, mon deuxième pays. Je ne veux pas croire que vous aussi, je suis vous avez arrivé... une jambe togolaise en Centrafrique. Pardon? Non, je n'ai pas d'épouse togolaise, je n'ai pas eu cette chance, mais je veux dire que je devais aller... je suis en train d'aller à Accra pour une conférence sur les partis politiques africains, justement, faire en sorte que les partis politiques soient des concepteurs d'une nouvelle Afrique sur le plan politique, économique et autres. Et je ne pouvais pas aller à Accra sans m'arrêter à Lomé. Donc je suis venu ici pour continuer par la route. Après la conférence, je reviens encore à Lomé, prendre les dernières bénédictions avant de rentrer à Bangui. Merci Martin Ziguélé. Akpe Kaka. Et nous arrivons à la fin de cet entretien avec l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguélé. Il est également le porte-parole du Bloc républicain pour la défense de la Constitution et président national du Mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.